vous êtes pour ou vous êtes contre libérer le salaire net en faisant peser le modèle social plus sur la TVA? Alors, il y a plein de questions induites. Il y a si on baisse les cotisations sociales, est-ce que ce sont les cotisations sociales des salariés ou des entreprises? Évidemment, le MEDEF pousse à baisser les cotisations sociales des entreprises. Il y a plein de politiques qui poussent à baisser les cotisations sociales des salariés pour redonner directement du pouvoir d'achat. Donc on a le choix entre un choc d'offres favorable ou un choc de demande favorable, finalement. Bon, je pense que, vu l'état de l'offre en France, moi, mon penchant serait de privilégier la baisse des cotisations sociales des entreprises. Alors, il y a une deuxième question, c'est qu'est-ce que vous augmentez comme impôt pour équilibrer cette baisse des cotisations sociales des entreprises? Alors, il y a deux candidats, la TVA ou la CSG. Alors, la TVA, il y a un inconvénient qui est qu'on a beaucoup d'incertitudes sur la répercussion sur les prix et les salaires d'une hausse de la TVA. Si on augmente la TVA et qu'on baisse les cotisations sociales, normalement, c'est neutre pour les prix. Mais on ne sait pas dans quelle mesure la baisse des cotisations sociales des entreprises passe en baisse de prix et dans quelle mesure la hausse de TVA passe en baisse de prix. Donc il y a une grosse incertitude. L'avantage de la TVA, c'est si vous n'augmentez que le taux à 20%, ce n'est pas anti-redistributif, contrairement à ce qu'on entend le plus souvent, parce que vous laissez en dehors de la hausse de la TVA l'énergie, l'alimentation, les médicaments. Vous sortez un certain nombre de produits. Oui, et c'est des produits qui sont les plus gros poids dans la consommation des ménages modestes. Donc tout le monde ne prend pas 20%. Donc voilà, et donc si la TVA à 20%, c'est plutôt des produits consommés par tout le monde, mais aussi consommés par les ménages aux revenus le plus élevés. Donc ce n'est pas un impôt anti-redistributif. Et l'avantage de la TVA, c'est que c'est une dévaluation. Et alors, Éric, je n'étais pas d'accord avec ça. Effectivement, ça revient à faire payer une partie de notre modèle social par les étrangers, puisque c'est équivalent. Si vous baissez les cotisations sociales des entreprises et que vous augmentez la TVA, c'est exactement une dévaluation. Ça fait le même effet. Oui. Éric, TVA sociale, oui ou non? Alors, bon, je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Patrick, mais alors discutons. Alors d'abord, peut-être d'un point. Le modèle social, aujourd'hui, est financé essentiellement par les cotisations, d'accord, à peu près 80%. On a déjà commencé à fiscaliser, d'accord. Il y a une partie de TVA, une partie de CSG. La question qu'on peut se poser, c'est, ça finance quoi? Ça finance de la famille, de la santé, des retraites, un peu de chômage et de l'exclusion pauvreté. Est-ce que ces dépenses-là sont universelles ou est-ce que c'est des dépenses un peu assurantielles? Si c'est universel, si tout le monde a droit, qu'est-ce que ça fait sur le travail? Ben voilà, pourquoi seuls les employeurs et les salariés devraient financer toute la politique familiale et la politique de santé? Le gouvernement réfléchit sur la politique familiale. Ben oui, et donc on peut se dire, oui, effectivement, si c'est universel, c'est plutôt un impôt qui doit financer cela et pas des cotisations. Donc il est normal que l'on transfère une partie et même pourquoi pas l'intégralité de la santé à part la partie professionnelle, sur un impôt. Et donc, c'est le choix. Est-ce que c'est la TVA ou est-ce que c'est la CSG? Sur les retraites, vous voyez, ou sur le chômage, moi, il me semble normal que ce soit encore des cotisations qui financent parce que c'est de l'assurantiel. Plus je cotise, plus j'ai des droits qui s'ouvrent si je tombe au chômage ou plus tard à la retraite. Donc, je pense qu'on devrait déjà faire ce schéma-là. Et on peut se rappeler que Emmanuel Macron a transféré du chômage vers la CSG. Alors oui, moi, la logique, je ne la comprends pas. Pourquoi l'assurance chômage, maintenant, est financée par de la CSG? Bon, ça, je ne comprends pas. Bon, ok. Mais alors, donc, moi, je pense que le premier test, c'est de se faire cela. C'est qu'est-ce qu'on finance par un impôt, qu'est-ce qu'on finance par des cotisations. Ensuite, pourquoi je suis pas fan de la TVA? C'est surtout en ce moment, d'accord? On peut se dire qu'aujourd'hui, on est dans une guerre commerciale. Et une guerre commerciale, il va falloir qu'on aille unis, nous, Européens, face aux États-Unis. Si on commence à se dire, sinon, si on y va en bilatéral, on va se faire manger tout cru. Donc, allons unis face aux États-Unis. Si on se dit, au moment où on y va unis face aux États-Unis, nous, Français, on va faire une dévaluation pour prendre des parts de marché sur l'Italie, sur l'Espagne. Ouais, donc en gros, on fait une guerre commerciale au sein de la zone euro pour financer notre modèle social, notre système de santé, notre système familial. Non, là, moi, je vois pas du tout la logique. On était en dessous des autres, nous, en termes de montant de TVA et qu'on avait encore une petite marge. Ok, on peut très bien se dire on rehausse la TVA, mais pas
pour des raisons de TVA sociale, pas pour des raisons de dévaluation. D'accord ? C'est que si on se dit, tiens, maintenant, on a besoin de recettes publiques parce qu'on est en déficit, on augmente la TVA pour avoir plus de recettes, pourquoi pas ? Là, la TVA sociale, comme l'a rappelé Patrick, on se dit, on veut dévaluer. On veut dévaluer notre monnaie. Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, si on est en léger déséquilibre de notre balance commerciale, parce il faut trouver des solutions pour revenir à l'équilibre, mais pas par de la dévaluation, d'accord ? Par des politiques un peu plus structurelles. C'est un choix, d'accord, qu'on a. Si on ne veut pas le financer par un impôt, ne le faisons pas financer par les autres et baissons notre dépense sociale si on trouve que on n'a pas le... Ça permet de ne pas baisser la dépense sociale pour l'instant, parce que c'est... Oui, mais d'accord, mais normalement, les autres pays vont réagir. C'est-à-dire que si vous êtes un pays partenaire et que vous voyez que votre pays, mais qui est un pays partenaire, fait une dévaluation, vous voyez, on retombe dans ce qu'on faisait avant la création de la zone euro. C'est-à-dire que quand on dévaluait le franc, les Italiens dévaluaient leur monnaie, les Allemands râlaient. Bon, ne retombons pas dans ce travers. Et surtout qu'il y a un autre impôt, la CSG, qui a été créé pour cela. En 1993 par Rocard, pour dire le modèle social, c'est une contribution sociale généralisée, peut financer notamment la santé ou une partie de la famille. Donc utilisons plutôt cet impôt qui est sur un revenu large, qui est un peu plus intéressant. Patrick Artus, est-ce que dans votre modèle où justement on agit sur les cotisations des entreprises, ça permet de libérer du salaire net ? C'est pas garanti. Alors, c'est compliqué. Alors, en théorie, et la théorie serait vraie à long terme, si vous baissez les cotisations sociales des entreprises et que vous augmentez la TVA ou la CSG, vous n'avez pas d'effet sur le salaire net. Vous avez un effet sur le salaire net quand vous baissez les cotisations sociales des salariés et que vous augmentez un impôt à base plus large que les cotisations sociales. Faut repérer qui sont les perdants ou les gagnants de ce changement fiscal, que ce soit... Alors, si vous faites une baisse des cotisations sociales des salariés, j'insiste bien, compensée par une hausse soit de la TVA, soit de la CSG, si c'est la CSG ou la TVA, vous gagnez, les salariés gagnent parce que cet impôt, que ce soit la CSG ou la TVA, tape les revenus du capital, les retraités. En fait, cette manipulation fiscale, c'est une taxe sur les revenus du capital et sur les retraités, au profit des salariés. Donc, vous faites du salaire net pour les salariés. Bon, ça, c'est à long terme. À court terme, on peut avoir une inquiétude parce que si vous baissez les cotisations sociales des salariés, vous faites tout de suite du pouvoir d'achat, et vous augmentez la TVA. Vous avez, comme je disais il y a quelques minutes, une grosse incertitude sur le degré de répercussion de cette hausse de TVA. Et on n'a pas vraiment d'études qui permettent de savoir à quelle vitesse cette... Mais bon, si vous voulez faire en sorte que le travail paie plus, vous n'avez pas d'autre solution que de baisser les cotisations salariées. Oui. Mais alors, à nouveau, il y a deux objectifs possibles. C'est soit faire un choc de revenus, donc un choc de demande. Ouais. Donc c'est donner du pouvoir d'achat net aux salariés en baissant leurs cotisations sociales, soit faire un choc d'offres en baissant les cotisations sociales des entreprises. Alors, si vous baissez les cotisations sociales des entreprises, normalement c'est neutre pour le pouvoir d'achat des salariés, parce que vous baissez les cotisations sociales des entreprises, donc vous baissez leur coût de production, et vous augmentez la TVA, donc tout ceci se neutralise. Le problème, c'est que vous pouvez avoir une répercussion plus rapide de la hausse de la TVA que de la baisse des cotisations sociales. Et les simulations des modèles, etc., nous disent que ça met quelques années à s'équilibrer. Pour mieux baisser les dépenses sociales. Et pendant quelques années, vous avez une perte de pouvoir d'achat des salariés. Il vaut mieux baisser les cotisations employeurs ou les cotisations salariales. Moi, je pense qu'il faudrait fusionner les deux. Je veux dire, ce débat-là n'a pas grand sens. Vous voyez, c'est le travail qui finance une partie de notre modèle social. Fusionnons les cotisations employeurs et les cotisations salariales. Et vous voyez, et quand vous allez baisser, est-ce que c'est une baisse du coût du travail ou est-ce que vous donnez un peu de salaire? Vous voyez, ça se fera au cas par cas. Donc, je pense que ça on pourrait clarifier, d'accord, et plutôt que dans la discussion. Ensuite, Patrick a dit dans la première partie de l'émission, on a plutôt aujourd'hui un problème d'offre qu'un problème de demande. C'est vrai peut-être d'un point de vue structurel, parce qu'effectivement, on a encore des parts de marché qui baissent malgré 8 ans de politique de l'offre, mais dans la conjoncture,
très précise, d'accord ? Il ne faut pas non plus négliger le fait que l'échelle d'entreprise, lorsque vous lisez les enquêtes de conjoncture réalisées par l'INSEE ou par la Banque de France, indique très clairement qu'aujourd'hui, le principal frein, c'est les carnets de commandes qui sont vides. Oui. Oui. Les carnets de commandes qui sont vides via l'extérieur, vous voyez, avec la guerre commerciale, mais aussi en interne. Alors, pas uniquement à cause de pouvoir d'achat, puisqu'on a des taux d'épargne qui sont extrêmement élevés, mais parce qu'on est dans un monde un peu incertain. Donc, attention, d'accord, aujourd'hui, à pas appuyer trop fort non plus sur la pédale de la demande, du frein, parce que là, si les carnets de commandes venaient en plus à baisser drastiquement en interne, vous voyez, il pourrait y avoir énormément de reprises, de destruction d'emplois ou d'augmentation du chômage. Donc, moi, je serais un peu plus prudent, d'accord ? Et surtout, en fusionnant les cotisations employeurs et salariales, l'avantage, c'est qu'on arrêterait de discuter de est-ce que c'est une politique de l'offre ou de demande. On préfère un mix des deux qui serait souhaitable. Aujourd'hui, pourquoi je pense que c'est souhaitable de le faire en partie ? Parce qu'en élargissant l'assiette, vous allez, quoi qu'il arrive, quand même améliorer la situation des salariés. Et je pense que c'est la situation des salariés qui a été mise à mal depuis la crise énergétique. Hein. Rappelons-le, les salaires, aujourd'hui, même si la semaine dernière, l'INSEE nous a indiqué que les salaires avaient progressé plus vite que l'inflation, si vous cumulez depuis la crise énergétique, il manque encore 2 points, d'accord, de perte de pouvoir d'achat du salarié. Pourquoi c'est les salariés qui ont pris plus sur la crise énergétique ? Parce que, en fait, les salaires n'ont pas été indexés sur les prix, d'accord, à part le salaire minimum, mais les autres salaires n'ont pas été indexés, alors que le revenu du capital, les autres revenus, eux, ont fortement augmenté, bien plus que l'inflation. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt ont augmenté sur un patrimoine soit financier, soit immobilier un peu supérieur. Donc, le revenu du capital ont augmenté plus vite. Et donc, l'INSEE nous dit, en fait, depuis 4 ans, d'accord, si vous le mettez par décile de revenus, qui a perdu en pouvoir d'achat ? La classe du milieu, c'est-à-dire la classe, les 10% les plus modestes n'ont pas perdu parce que le salaire minimum a été indexé, puisqu'on a tout indexé. Les 20% les plus riches ont gagné parce que c'est plutôt le revenu du capital qui a été très dynamique. Et celui qui a son salaire... Exactement. Et il y a encore à peu près 2 points, 2,1 exactement de perte de pouvoir d'achat. Cela étant, on peut comparer les salaires au prix, mais si on compare les salaires à la productivité du travail, les salaires réels ont augmenté nettement plus vite que la productivité du travail. Parce que la productivité parce que la productivité du travail a baissé de 4 points depuis 2019. Ouais. Et donc, si le salaire réel avait été cohérent avec un partage stable des revenus, le salaire réel aurait baissé beaucoup plus qu'il a baissé aujourd'hui. Et donc, un autre problème structurel qu'on n'a pas évoqué, c'est le recul de la productivité. Alors, la zone euro ou l'Europe n'est pas formidable de ce point de vue, parce que la productivité du travail est à peu près plate en Europe, alors qu'elle continue d'augmenter aux États-Unis. Mais la France, c'est bien pire que l'ensemble de la zone euro. C'est 4 points. Alors même s'il y a une petite récupération en 2024 qui doit être liée à une baisse de l'absentéisme dans les entreprises, beaucoup, il y a 4 points de déficit du niveau de productivité. Et donc, commenter la répartition des revenus, c'est très compliqué dans un monde où la productivité décroît, quoi. Oui, mais c'est intéressant ce que dit Patrick. Effectivement, il y a la productivité. Bon, en niveau, on est revenu à la productivité de 2019. Donc, c'est pas terrible. C'est zéro. Voilà, c'est ça. C'est 0 gain de productivité en 5 ans, effectivement, puisqu'il y avait... Et aux US, c'est quoi ? Ah non, ils sont au-dessus. Oui. Et donc, mais puisque structurellement, ça progressait d'à peu près 1%, enfin 0,9, mais 1%, c'est plus facile pour le calcul, on aurait dû être à plus 5, on est à 0, donc effectivement, il y a les 4-5 points de perte énoncés par Patrick. Donc, effectivement, mais ça c'est intéressant, les 5 points de perte de productivité, il faut bien que quelqu'un les paye, ces 5 points de perte. Ça a été l'État. Mais oui, l'État et les salariés, c'est-à-dire que globalement, vous avez que 3 acteurs, État, les citoyens, d'accord, et les entreprises. Ça n'a pas été les entreprises. Le taux de marge, d'accord, est resté stable et même légèrement en hausse par rapport, on préfère prendre 2018 comme référence que 2019, parce qu'il y a le double CICE en 2019. Mais c'est resté au-dessus. Donc ça veut dire que c'est l'État, effectivement, par les déficits, parce qu'ils ont financé l'apprentissage, ils ont financé les aides aux entreprises, donc il y a beaucoup plus de zombies qu'à l'époque, etc. OK. Et les salariés qui ont perdu 2 points de pouvoir d'achat. Ces 2 acteurs
État et salariés disent c'est fini, on ne veut plus financer ces pertes de productivité. D'accord ? L'État dit il va falloir rétablir les finances publiques et les salariés disent maintenant je veux que mes salaires progressent plus vite que les prix. Donc on se retourne du côté du troisième acteur. Est-ce que toi, entreprise, tu veux financer une partie de ces pertes de productivité ? La réponse est non. Non. C'est pour ça, et là on débat souvent ensemble avec Patrick et on n'est peut-être pas d'accord sur le point d'arrivée, c'est que moi il me semble que les entreprises vont ajuster drastiquement l'emploi à la valeur ajoutée et donc il y aura des gains de productivité dans les années à venir qui ne seront pas liés à de l'innovation, mais uniquement il y a du sureffectif dans les entreprises, et ben ce sureffectif qui était payé par l'État et par les salariés, et ben ce sureffectif va disparaître. Et donc si vous voyez le chômage augmenter fortement. Et pourquoi, Patrick, vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Avec les gains de productivité. Parce qu'Éric dit que vous n'êtes pas d'accord. Mais oui, mais ça dépend de l'origine de la perte de productivité. Si l'origine est purement cyclique, c'est-à-dire que les entreprises n'ont pas fait l'ajustement de leur emploi. Il y a trop de monde, c'est ce que dit Éric a raison, Patrick Martin, mais il y a quand même beaucoup de causes structurelles. Il y a la désaffection des salariés pour le travail qui est visible au taux d'absentéisme. Il y a le sous-investissement en technologie, la taille trop faible du secteur moderne de l'économie, l'amaigrissement de l'industrie. Et donc, il reste des causes très, très structurelles et qui ne sont pas liées du tout à un Mais dans les deux cyclique. cas, ça fait augmenter le chômage. Enfin, si c'est une cause structurelle de la baisse de productivité, les entreprises n'ont pas d'autre solution que de garder des effectifs plus élevés. Si les gens travaillent moins intensément, il faut plus de travail. Il faut quelqu'un pour encadrer un alternant. Quoi. Mais si c'est uniquement que les entreprises croyaient que l'activité allait revenir très forte, Éric a raison, j'ai un peu de doute parce que ça fait quand même 5 ans qu'on observe ce décrochage de la productivité en France. En général, les entreprises réagissent en moins de 5 ans à une perte de... Dans le cas de ce que vous dites, Patrick, ça fait des gens qui sont payés pas très bien, mais qui sont nombreux à rester dans les entreprises, et on n'augmente pas les salaires. Et dans votre cas à vous, Éric, ça fait des gens qui sont très bien payés pour ceux qui ont un boulot, et d'autres qui sont au chômage. Et effectivement, ça fera une polarisation du marché du travail. Non, mais après, on ne fait pas une science exacte. On essaie, nous, de décrypter pourquoi on a perdu. Donc, soit c'est la version Patrick, c'est-à-dire c'est structurel, et donc on ne rattrapera jamais. Nous, on pense qu'une grosse partie n'est pas structurelle. Alors, encore une fois, on est d'accord avec l'analyse de Patrick, une partie va être structurelle, c'est-à-dire que quand je dis qu'il y avait 0,9 de gain de productivité par an, ça sera plus faible, d'accord, pour les raisons évoquées. Mais tout de même, dans le rattrapage et dans les pertes, vous avez 300 000 emplois, j'arrondis, 300 000 emplois qui sont liés à l'apprentissage. Mais ça, l'apprentissage, ça a coûté 25 milliards aux finances publiques. Nous, on pense que ça, ils vont lever petit à petit les aides, et donc on ne va pas retomber à 0 apprentis ou à 350 000 apprentis comme avant crise, mais on ne va pas rester au million et on va descendre significativement. Une autre grosse partie, quasiment 180 000 emplois, c'était la zombification de l'économie. Vous avez encore aujourd'hui 120 000 entreprises qui auraient dû faire faillite s'il n'y avait pas eu la crise et toutes les aides apportées, d'accord, qui petit à petit vont faire faillite. Mais ça vous fait à peu près 180 000 emplois de trop, d'accord, qui vont disparaître. Mais quand elles disparaissent, les gains de productivité vont arriver. Les salaires ayant progressé moins vite que les prix, mais ça fait un coût du travail qui est plus faible, mais ça aussi, ça va petit à petit disparaître. Et puisque le taux de chômage va remonter, les gains de productivité associés à un taux de chômage qui augmente aussi. Donc c'est en cela où nous, on pense que les 3/4 de la baisse de productivité vont être rattrapés, mais les 3/4 seulement. Et donc c'est un peu un mix entre ce que dit Patrick. Et donc, là où vous avez raison, c'est que les entreprises vont pouvoir payer des salaires réels positifs, à ceux qu'elles ont en stock. À ceux qui vont garder leur emploi, et ceux qui vont perdre leur emploi, malheureusement, vont tomber au chômage. Et puisqu'on va réduire la protection sociale, vous allez avoir une polarisation au sein et du marché du travail et des citoyens, avec un taux de pauvreté qui devrait augmenter, malheureusement. Bon.